Donc on le voit donc depuis ce matin, il y a des pistes riches et nombreuses pour aller vers une alimentation durable qui concilie bien évidemment nos besoins et la santé de la planète. Mais une des clés, même un des leviers essentiels pour qu'on s'y mette tous, c'est bien justement qu'on s'y mette tous. Et ce tous, c'est nous, c'est les mangeurs. Mais pour ça, il faut d'abord avoir du grain à moudre, sans mauvais jeu de mots. Autrement dit, des études scientifiques pour connaître nos besoins et savoir vers quoi nous orienter. Et ça tombe bien parce que c'est un vrai plateau d'experts que nous avons là avec nous. Et dans ce domaine et d'autres aussi, Nicole Darmon, vous êtes une experte. Vous êtes directrice de recherche à l'INRA. Vous travaillez au sein de l'unité nutrition-obésité à la faculté de médecine de la Timone à Marseille. Vous êtes aussi spécialiste de la qualité nutritionnelle des aliments et des inégalités en matière de nutrition. Avec votre équipe, vous avez notamment mené 2 grosses enquêtes qui ont eu beaucoup d'écho. C'était sur nos habitudes alimentaires, sur la valeur nutritionnelle de ce qu'on mange et aussi sur l'impact carbone de ces produits. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Un autre expert qui est assis à côté de vous, c'est Claude Fischler. Alors vous êtes sociologue de l'alimentation et entre autres, vous avez plein de titres, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Et vous travaillez notamment sur les liens entre la biologie, la sociologie et nos comportements alimentaires. Et ça aussi bien que ce soit des troubles, comme dans les évolutions. Ce que vous racontez d'ailleurs dans l'un de vos livres, l'un des derniers, L'omnivore avec un H, l'omnivore et les alimentations particulières, c'est aux éditions Odile Jacob. Et vous, Pierre Slamiche, vous aussi vous êtes un expert, ou plutôt vous êtes devenu expert en fait, par amour des bonnes choses et de la vérité des produits. Vous êtes actuellement le vice-président d'Open Food Facts, c'est une base de données mondiale sur les produits alimentaires, vous en avez référencé des dizaines de milliers. 100 000, bravo. Alors 100 000, ça se fête. Et nouveauté, maintenant, je me suis laissé dire qu'il y avait aussi une base pour les cosmétiques. Ça, c'est intéressant. Alors, on va commencer avec vous. C'est quoi le principe d'Open Food Facts et concrètement, comment ça marche? Je vous invite à prendre un des micros là sur la table. On vous entendra tout de suite mieux. Alors en fait, on est parti d'un constat simple. C'était dans un rayon de céréales pour petit déjeuner, et on s'est rendu compte que si on voulait comparer un peu tous les produits qu'on peut acheter, toutes les céréales, tous les paquets de céréales qu'on pouvait acheter, il fallait prendre des heures à retourner chacun des paquets, à regarder des informations nutritionnelles, et du coup, c'est quelque chose que personne ne fait en réalité. Et on s'est dit, si des gens sont arrivés à créer la première encyclopédie participative qu'est Wikipédia, pourquoi on ne ferait pas la même chose avec les produits alimentaires? Et donc en fait, Open Food Facts, c'est une base de données alimentaires mondiale sur tous les produits qui peuvent exister dans le monde et qui est alimentée via des téléphones mobiles. Donc très concrètement, on scanne un produit. S'il est dans la base, on va avoir des informations détaillées sur les ingrédients, les provenances, les additifs, etc. Et s'il n'est pas déjà là, il suffit de prendre une photo et de manière citoyenne contribuer à élargir la base. Mais alors Pierre, moi, vous savez bien que je suis très méchante, j'ai quand même la question qui fâche. Comment je peux être sûre de la fiabilité des informations qui sont sur votre base? Alors c'est le même problème effectivement qu'avec Wikipédia. C'est la question est de savoir, mais alors effectivement ces informations sont-elles fiables? En fait on a plus de 4000 contributeurs qui au quotidien sur toute la planète prennent des photos de produits, reprennent à nouveau des photos de produits, parce qu'il faut savoir que les informations nutritionnelles sur les produits, ça peut changer tous les 6 mois, et donc mettent à jour en continu la base, en vérifiant les produits, les informations qu'on a, et on a aussi des systèmes de détection automatique. Merci. Alors Nicole Darmon, là on vient de l'entendre, c'est vraiment pas simple de savoir ce qu'on mange, mais c'est encore bien plus compliqué finalement d'arbitrer entre nos besoins à nous, nos besoins nutritionnels et le bien de la planète. Alors avec votre équipe, je l'ai dit, vous avez fait donc des études qui ont eu beaucoup d'impact et d'écho. C'était quand même avec 2000 Français, 400 produits de consommation courante, pour mesurer l'impact carbone de ces produits, leur valeur nutritionnelle. Alors, si j'ai bien compris, c'est un petit peu ça. Alors, vous allez un peu nous expliquer surtout vos conclusions. Qu'est-ce que vous avez tiré de tout ça? Vous passez un micro, Pierre ou J'ai un micro. Pardon, non, il n'y avait pas 4000 produits parce que justement, c'est très, très compliqué. Et même sur Open Food Facts, il n'y a pas de données, par exemple, sur l'impact environnemental des références alimentaires qui sont dans les magasins parce que on est encore loin du compte. Qu'est-ce qu'on a appris? On est allé de surprise en surprise, en fait. La première surprise, c'est, on s'est rendu compte que l'alimentation des femmes était moins impactante que celle des hommes. Un bon point pour Bonne ces nouvelle dames. pour les dames. Et pourquoi? Tout simplement parce que les femmes
enfin en grande partie, parce que les femmes mangent moins. Et du coup, ça voulait dire que ce qui compte vraiment un grand facteur majeur pour expliquer l'impact environnemental de notre alimentation, c'est juste un effet quantité. Combien on mange et surtout combien de calories, puisque à notre grande surprise, parce qu'en épidémiologie nutritionnelle, on ne voit jamais des corrélations comme ça, on avait une corrélation de 0,3 entre quantité ingérée et impact carbone estimé de l'alimentation, et 0,6 entre calories ingérées et impact carbone de l'alimentation. Donc, pardon, attendez, on va juste faire une petite mise au point. Qu'est-ce que c'est concrètement ce facteur 0,3, 0,6 c'est des indices de corrélation. Donc, quand on fait une corrélation en épidémio ou en sciences entre deux variables, la corrélation peut aller de 0 à 1. Quand on est à 1, c'est l'accord parfait. Pratiquement les deux variables mesurent exactement la même chose. Et en épidémiologie, c'est très rare d'avoir des corrélations au-delà de 0,15, 0,20. Donc là, 0,6 entre kilocalories ingérées et impact carbone, ça voulait dire qu'on a vraiment quelque chose. Là, il faut absolument s'y atteler. On ne peut pas le gommer comme ça et dire bon, bah oui, d'accord, il y a ça, mais je m'en occuperai après. Non, non, c'est vraiment extrêmement important, l'effet quantité. Et d'ailleurs, ça explique d'autres choses. Deuxième surprise. Deuxième surprise, alors. Donc, la deuxième surprise, ça a été que, contrairement au discours ambiant, quand on a voulu corréler, je parle encore de corrélation, des indicateurs de qualité nutritionnelle, je suis nutritionniste, qualité nutritionnelle de l'alimentation, encore une fois avec l'impact carbone ou d'autres indicateurs environnementaux qu'on avait à notre disposition, pour lesquels on avait les données, eh bien, ce n'était pas comme on pensait, puisque les indicateurs de bonne qualité nutritionnelle qui estiment la richesse en nutriments essentiels, ce dont on a absolument besoin pour une bonne santé, pour la croissance de l'enfant, si on parle de l'enfant, les vitamines, les minéraux, les acides gras essentiels, eh bien, on avait une corrélation qui disait que dans notre alimentation aujourd'hui, en tout cas, pas celle de modèle ou autre, eh bien, les gens qui ont une alimentation plus riche en ces nutriments essentiels sont ceux qui impactent le plus. Alors là, c'était encore à nouveau une surprise, puisque ça n'allait pas avec le discours qui dit que manger bon pour la santé, c'est automatiquement manger bon pour la planète. Ben non, malheureusement, c'est pas automatique. À cause des quantités, par exemple, je ne sais pas, si on prend des bonnes laitues, il en faut beaucoup, j'imagine, pour arriver à satiété et surtout à un niveau nutritionnel correct, c'est bien ça? C'est une part de l'explication. Une part de l'explication, c'est qu'en fait, pour manger équilibré, par exemple, si on regarde, on compare souvent de façon extrême, parce qu'un peu, ça peut être pédagogique, mais il ne faut pas trop jouer avec ça. Si on compare une alimentation type McDo avec une alimentation type méditerranéen, de la diète méditerranéenne, eh bien, si on mangeait que chez McDo, il suffirait d'ingérer 750 grammes d'aliments solides par jour pour arriver à avoir ces apports énergétiques couverts. Alors que si on s'oriente vers la diète méditerranéenne beaucoup plus végétale, eh bien, il faudra ingérer presque 2 kilos d'aliments par jour. Donc, comme je vous ai dit qu'il y avait une corrélation très forte entre quantité et impact carbone, ceci explique cela, en partie. Après, il ne faut pas s'arrêter là, parce qu'on a aussi quand même vu, et ça a été notre troisième surprise, que quand on regarde au sein de l'alimentation effectivement consommée par les Français, je parle vraiment à partir d'enquêtes nationales sur les consommations alimentaires des Français, on peut identifier, on peut aller chercher, presque à la pince à épiler, là, dans nos bases, des individus qui ont à la fois une alimentation de qualité nutritionnelle meilleure que celle des autres et qui ont un impact environnemental plus faible. Et notre troisième surprise, ça a été de voir que ces gens-là, on en a isolé à peu près 20%, ce qui est pas mal, eh bien, ils n'ont pas une alimentation radicalement différente des autres, parce que sinon, ils ne seraient pas 20%. Ils ne sont pas végétariens, mais ils ont une tendance à consommer un petit peu plus de produits végétaux, un peu plus de féculents, un petit peu moins de viande, un peu moins d'alcool, et petit bout par petit bout, finalement, ils n'en savent rien, mais nous observons que l'impact carbone de leur alimentation est 20% plus faible que celui de la diète moyenne du Français.
Ah oui, ce qui est énorme quand même. Voilà. Donc la bonne nouvelle, si je comprends bien, c'est que malgré tout, on peut trouver un type d'alimentation qui soit bon pour les deux, et pour nous, et pour Madame Planète, et que par ailleurs, ça ne demande pas finalement des efforts considérables. C'est de la modération, si je vous suis bien. Tout à fait. En tout cas, pour aller à des teneurs de réduction en impact carbone de cet ordre-là, si on veut aller plus loin, il faut sans doute agir sur l'offre et pas seulement modifier les choix des consommateurs, mais ce qui est proposé, la qualité environnementale et nutritionnelle de ce qui leur est proposé. Mais en tout cas, déjà aujourd'hui, dans nos assiettes, par des ajustements, je dirais, on peut arriver à améliorer les choses. Ah, bah déjà, le moral des troupes remonte, je suis sûre. On va passer à Claude Fischler, qui était à côté de vous. Donc, vous êtes spécialiste de nos comportements alimentaires. Et vous avez remarqué qu'on est de plus en plus nombreux, finalement, à adopter des régimes particuliers, sans gluten, végétariens, voire végétaliens, halal, kasher. Alors, qu'est-ce que ça dit de nous, ça ? Ça dit une chose très, très importante, qui est un processus d'individualisation, qui ne couvre pas seulement l'alimentation ou la santé, mais tous des secteurs de vie de plus en plus nombreux. Il y a longtemps que, en tout cas dans les sociétés occidentales, dans la plus grande partie, on n'a plus à se déterminer. Enfin, on peut se déterminer tout seul pour le mariage ou pour le choix de la carrière. Il manquait l'alimentation et la santé. Ça s'est de plus en plus produit et ça nous apporte une autonomie croissante, certes, mais avec l'autonomie, il y a manifestement des difficultés. Il y a des problématiques de l'autonomie au plan subjectif. Les individus sont de plus en plus chargés de responsabilités qu'ils ont de plus en plus de mal à gérer, nous disent-ils. Et finalement, la base de données de mon voisin, c'est l'illustration parfaite de ce que nous répètent nos interviewés depuis des décennies, finalement, qui est, avec l'alimentation moderne, on ne sait plus ce qu'on mange. Lui, il va nous aider à savoir ce qu'on mange, ou en tout cas nous aider à essayer de chercher ce qu'on mange, parce qu'on réclame toujours plus d'étiquetage, on ne le regarde pas davantage, parce que c'est très compliqué, et on en vient à se demander s'il n'y a pas une sorte d'erreur fondamentale. Il y a probablement une sorte de présupposé là, qui s'est glissé dans notre façon de voir les choses et qui est peut-être néfaste, qui trouble notre compréhension des choses ou l'évolution des choses. Et c'est quoi ce présupposé ? C'est que, on en a eu une illustration ce matin, un énoncé ce matin avec François Collard-Dutilleul, c'est que l'aliment n'est pas un bien de consommation comme un autre. Ce n'est pas un produit de consommation comme un autre pour deux raisons. La première, c'est que c'est le seul qu'on fait pénétrer en soi et devenir partie intégrante de nous-mêmes pour une partie. Il y a ce qu'on rejette et puis il y a ce qu'on garde, ce qui nous constitue. Hein ? Non, c'est métaphoriquement que les cosmétiques disent nourrir la peau, pénétrer, etc. Certes, ça pénètre, mais par la peau, ce n'est pas la même chose que par l'orifice. Et les effets peuvent être difficiles, mais quand même pas aussi importants que dans le domaine de l'alimentation. Enfin bref, c'est une consommation qui est nécessairement très impliquante. Et quand on nous dit on ne sait pas ce qu'on mange, ça veut dire, excusez-moi, c'est presque un slogan à force de le répéter, c'est-à-dire qu'il y a cette façon de penser absolument fondamentale et universelle qui est « je suis ce que je mange ». C'est-à-dire ce que je mange me transforme de l'intérieur, je ressemble à ce que je mange, je deviens ce que je mange. Donc si je ne sais pas ce que je mange... Je ne sais plus qui je suis. Merci. Donc, non, mais c'est une boutade, mais ce n'est pas une boutade, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et la maîtrise de ce qu'on mange est un des enjeux fondamentaux aujourd'hui, sinon l'enjeu fondamental. Et pourquoi ? Parce que nous sommes dans une idéologie implicite, de facto, de l'autonomie totale. Plus on est autonome, plus on a de choix. D'ailleurs, l'autonomie se mesurerait au nombre de choix disponibles. Ça aussi, c'est fortement discutable. On sait que le nombre de choix, au-delà d'un certain niveau, provoque plus d'anxiété et de désagrément que de satisfaction. Donc, ça plaiderait plutôt pour une certaine frugalité, disons quelque chose. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que le mangeur, n'étant pas un consommateur, il est un mangeur. Il faut aussi admettre cette vérité qui, me semble-t-il, a été déjà illustrée aujourd'hui, qui est que ce n'est pas un individu qui fait des choix rationnels, et ça, c'est quelque chose qui poserait un peu problème avec votre projet. Je veux dire, le choix autonome, rationnel, ça serait quoi ? Je viens avec mon téléphone d'une main, de l'autre, je prends les produits alimentaires, alors je les flash ou pas, ou
où je regarde, et je regarde à chaque produit que je prends, avec l'aide d'applications, quel pourcentage de mes apports nutritionnels conseillés quotidiens je vais remplir si je consomme telle portion de ce produit, etc. Oui, mais pardon. L'alimentation rationnelle. Pardon, Claude Tischler, je vous interromps, mais quand même, on n'arrête pas d'avoir aussi des messages de santé publique. Mangez pas trop gras, mangez pas trop sucré, faites attention à ce que dans vos produits. Je veux dire, c'est peut-être aussi la résultante de ça, non? Magnifique, merci, c'est tout à fait ça. On va croire qu'on a répété, hein, c'est moche. Oui, on ne s'est jamais vu. Nous vivons dans une cacophonie nutritionnelle qui tient précisément à cette perte, à cette désappropriation finalement de nos sources d'aliments, du fait de la spécialisation des écosystèmes planétaires au lieu de la diversité des écosystèmes locaux. On ne sait pas d'où ça vient, comment c'est fait, comment c'est transformé, qu'est-ce qu'il y a dedans, donc on demande à monsieur. Et on oublie, ce faisant, pendant tout ça, on a oublié presque définitivement que manger n'est pas un acte de consommation individuel, en tout cas il ne l'a jamais été jusqu'à présent véritablement, sauf dans certains cas, c'est une activité collective, sociale, qui est déterminée non pas par une somme de décisions individuelles rationnelles, n'est-ce pas, mais par des espèces de scripts qui s'appellent la culture. La culture, c'est quand les choses vont de soi. Il va de soi qu'à 12h30 ou 1h, on a dit on va déjeuner. Est-ce que c'est parce qu'on avait tous individuellement décidé rationnellement qu'il était temps de recharger la machine, etc. Pas du tout, c'est parce que c'est l'heure de manger, on a toujours fait comme ça. En tout cas, on dit qu'on a toujours fait comme ça. Cette dimension culturelle, sociale de l'alimentation, on la répète, on fait des slogans quotidiens, mais on l'a perdue, de sorte qu'il y a une série de tentatives plus ou moins désespérées de chacun d'entre nous, de nos concitoyens, des mangeurs, pour se réapproprier leur alimentation. Ça peut être par des moyens plus ou moins magiques, d'ailleurs, si vous voulez. Par exemple, si je décide que je vais manger sans gluten parce que je me sens mieux, il n'y a rien scientifiquement, jusqu'à ce qu'une demande suffisante se soit créée, pour appuyer cette affirmation. Maintenant, on a trouvé un syndrome de légère intolérance au gluten qui permet d'invoquer ça. Donc l'autonomisation, ça se traduit aussi par le fait qu'on refuse de plus en plus souvent, dans certaines cultures plus que d'autres, la réciprocité fondamentale qui est au cœur de la relation alimentaire. C'est-à-dire que si vous me nourrissez, n'est-ce pas, je vous dois de manière universelle jusqu'à présent. Mais on n'est plus dans cette logique-là, plus tout à fait. Je vous dois la prise de risque qui consiste à vous donner la réciprocité de ce que vous me donnez. On pense toujours au don alimentaire comme quelque chose qui va dans un sens, mais il y a les deux. J'accepte de manger ce que vous me donnez. Si je n'accepte pas, c'est pour ça que vous êtes vexé. Parce que je vous connais. C'est une sorte de contrat finalement qu'on passe. Voilà. On comprend bien. Et maintenant, ce contrat est remis en cause de plus en plus. C'est ça qui m'avait paru intéressant. Tout à fait. Et d'ailleurs, on va tout de suite demander à Pierre Slamiche, est-ce que justement, avec les contributeurs d'Open Food Facts, vous voyez justement émerger des inquiétudes, des demandes peut-être, ou dire, par exemple, tel produit, on me garantit qu'il est bio, il n'y a pas le taux de bio nécessaire, c'est un vrai scandale. Est-ce que vous avez ce type de réaction ? Alors déjà sur le contrat, pour rebondir, c'est effectivement un contrat, mais il ne faut pas non plus l'accepter les yeux fermés. Sur Open Food Facts, sur les contributeurs d'Open Food Facts, c'est plutôt de la curiosité en fait. C'est des gens qui un jour ont vu ces petits ovales qu'on a sur les emballages avec marqué FR 25 226 CE et qui se sont demandé mais qu'est-ce que c'est ça ? Et du coup, la plupart des contributeurs d'Open Food Facts le font par curiosité, par volonté de comprendre un peu ce qu'ils mangent et de prendre un peu de recul. On a effectivement des gens qui s'inquiètent sur les régimes sans gluten, sans quelque chose, les interdictions religieuses aussi. Et effectivement, ce phénomène d'individualisation de de l'alimentation, ça on peut le voir. Il y a plein de Open Food Fact ne propose pas de faire des restrictions sur les régimes ou quoi que ce soit. Par contre, on a plein d'applications qui réutilisent nos données parce que nos données sont libres et ouvertes et qui permettent justement de réguler son alimentation en fonction de ses préoccupations. Donc c'est quelque chose nous, on est les témoins de ça effectivement. Après, nos contributeurs, c'est plus par volonté d'ouvrir les données et de les rendre accessibles à tous. Nicole Darmon, alors j'entends bien que vos études ne portent pas tout à fait là-dessus, mais enfin malgré tout, ça fait quand même quelques années que vous travaillez vraiment de manière très très pointue sur ces questions. Est-ce que vous voyez ce type d'évolution se dessiner, des changements par rapport justement à notre rapport à l'alimentation ?
Je pense que je ne suis pas vraiment la bonne personne pour répondre à ça. En revanche, j'avais envie de rebondir sur ce que vous disiez tous les deux. Je pense que l'alimentation durable, sa définition telle qu'elle est donnée par la FAO, c'est toujours l'alimentation. Ce ne sont jamais les aliments. Le problème, et encore moins les nutriments. Et le problème, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on voudrait trouver l'aliment durable. Donc encore un aliment magique dont on sait qu'il n'existe pas. Bon, nous, on a quand même essayé. Ah, vous avez raison, il faut toujours oser. On a quand même essayé de voir s'il y avait des aliments plus durables que d'autres, avec notre petite approche d'indicateurs nutritionnels par là, d'indicateurs environnementaux par là, par-ci, et puis de coût, le prix des aliments. Et on a regardé quels étaient les aliments dans une liste d'aliments très fréquemment consommés par les Français. Comme quoi, pardon, par exemple on a pris les 400 aliments les plus consommés par les Français. Donc il y a de tout. Il y a des pâtes, du riz, des yaourts, du lait. Il y a de tout. Hein. Il y a absolument de tout, des produits animaux, etc. Et finalement, le fait de rajouter tous ces critères, bonne qualité nutritionnelle, ou en tout cas qualité nutritionnelle supérieure à celle des autres, en admettant qu'on puisse tous les aligner sur un même score, impact environnemental, le prix, progressivement, bien sûr, on avait notre nombre d'aliments qui baissait, et on est arrivé à 80 aliments à peu près, avec beaucoup de produits végétaux, presque exclusivement, enfin encore quelques produits animaux qui restaient, comme le lait ou les œufs. Et puis, il y a une subtilité aussi dans ce type d'exercice, c'est ce qu'on appelle dans les analyses environnementales l'unité fonctionnelle. C'est quoi cette bête-là alors ? Voilà, mais ça c'est super important. Comment je vais exprimer l'impact environnemental, et en fait ça pourrait s'appliquer à toutes les variables, d'un aliment. Alors par facilité, on va l'exprimer pour 100 grammes. Mais on voit bien que la nutrition, c'est bien plus qu'une addition de nombre de portions d'aliments pour arriver à 1,5 kg ou 1,6 kg. Donc, d'autres personnes ont essayé pour 100 kcal. D'accord, certes, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. On a essayé un impact exprimé pour 100 kcal. Alors là, on a encore réduit le nombre d'aliments qui croisaient les 3 dimensions. On est arrivé, je crois, à 25 ou 30 aliments. Alors là, il n'y avait plus du tout de produits animaux. Il n'y avait que des féculents et puis un peu de jus de fruits. Bon, on sait bien que ce n'est pas avec ça qu'on va se nourrir, et on sait bien que ce n'est pas avec ça qu'on va faire l'équilibre nutritionnel. Donc, la bonne unité fonctionnelle, c'est l'alimentation, vraiment. Et ça, c'est pas facile. Et non, c'est pas simple. Sauf si on fait confiance à l'intuition. À l'intuition, c'est-à-dire développer un petit peu. Non, mais c'est pas ma spécialité, mais des gens ont récemment publié un article qui dit que quand on mange intuitivement, intuitive eating, tout va mieux, on est moins en surpoids, on a meilleurs paramètres biologiques, etc. Et je trouve ça très intéressant. C'est curieux que ce soit les mêmes personnes qui conseillent de mettre du rouge sur les aliments, mais ça, c'est une autre histoire. Visiblement, ça a une réaction de Claude Fischler qui est. Non, je voulais dire que justement, nous, on a publié très récemment un papier sur les allégations nutritionnelles, vous savez, les allégations santé sur les produits, etc., avec toutes sortes de méthodes qualitatives, quantitatives et autres. Et on s'est rendu compte d'une chose, premièrement, quand il y a des allégations nutrition santé, il faut savoir si les gens savent ce que sont les principales notions qui sont utilisées. Alors les oméga 3, les vitamines, les machins, etc. On a fait un peu le tour de la question par des questionnaires. On s'est rendu compte que c'est jamais plus de 50% de réponses. Enfin, ça dépasse jamais le hasard. On ne peut jamais prouver que ce n'est pas le hasard dans les réponses des gens. Et ensuite, on s'aperçoit que dès qu'on commence à fournir du discours nutritionnel, on trouble la nutrition profane qu'ils ont dans la tête, qui est liée à la culture alimentaire française, et on obtient des résultats qui sont plutôt anxiogènes qu'autre chose.
Donc il faudrait regarder, et on voit bien dans les données comparatives internationales qu'on est plutôt mieux loti que les autres. Enfin, moi, je répète ça depuis assez longtemps. Et il y a une expression américaine que j'ai entendue une fois qui m'avait bien plu, qui dit « si c'est pas cassé, il ne faut pas le réparer ». D'accord. Alors, je vais vous poser une dernière question. Je vais vous demander de répondre rapidement parce qu'après, on va prendre des questions de la salle. Je vais juste savoir, justement, je reste avec vous 2 minutes, Claude Fischler. Du coup, finalement, aller vers une alimentation durable, respectueuse de l'environnement, etc., est-ce que c'est entendable aujourd'hui par nous, les citoyens, ou est-ce qu'il faudra y aller de manière un peu plus, si ce n'est autoritaire, en tout cas imposer certains modèles? Bon, le sondage d'Ipsos avec ses limites, parce que c'est un sondage, donc il n'y a pas de qualitatif, il n'y a pas de focus group, d'interview, de choses dans lesquelles on peut approfondir et comprendre vraiment ce que les gens ont dans la tête. Ça montre qu'ils ne savent pas ce que c'est, en gros, et qu'ils sont pour. Bon, alors, avec ça, on est quand même on est bien parti. Mais on est d'autant mieux parti que si on arrive à montrer le lien qu'il y a entre ce qu'on appelle, si on arrive à le définir de façon satisfaisante, un système alimentaire durable, et déjà des choses qui sont dans l'opinion et dans la tête des gens. Et qu'est-ce qu'il y a dans la tête des gens? On l'a dit à plusieurs reprises, il y a une défiance sans précédent qui s'est construite sur des décennies, mais qui explose aujourd'hui pour les produits de l'industrie agroalimentaire et pour toute l'alimentation, mais pour toutes les institutions qui tournent autour, et que ce soit les experts, les grandes marques, les agences, etc., les médias, tout ça. Alors évidemment, il y a un classement, il y a des niveaux divers, mais il y a quand même une très forte défiance. Je ne dis même pas méfiance, je dis défiance. Bon. Et puis, à côté de ça, il y a une valorisation de certaines notions. Alors la notion superlative, celle qu'on a analysée, on a essayé de voir à quoi ça correspondait dans la tête des gens, c'est la notion de naturel. Et on a vu, puisque Nicole parlait de corrélation, qu'on a cherché les corrélations, on a demandé à travers toute l'Europe, des échantillons importants, de donner une note de santé à tel ou tel aliment sur 10 et une note de naturel aux aliments. Et après, on a regardé la corrélation. Et on a, à travers toute l'Europe, à peu près partout, des corrélations qui ne sont pas à 6,6, qui sont à 0,8. Donc, dans la tête des gens, le naturel, c'est la santé. Donc, c'est bien sur les mentalités qu'il va falloir agir. Ce qu'il faut, c'est faire le lien entre ces conceptions-là et ce que l'alimentation durable a à proposer. Complètement. Moi, j'ai une petite question encore pour Nicole Darmon, justement, parce que vous travaillez énormément sur la qualité nutritionnelle, rapidement, mais quand même, on a vu beaucoup d'études qui démontrent qu'aujourd'hui, un certain nombre de fruits et légumes n'ont plus les mêmes apports. Je pense à une orange qui va un petit peu manquer de vitamine C, paraît-il. Est-ce que c'est une inquiétude ou est-ce que c'est passager? Parce que voilà, simplement, il faut qu'on change de mode d'agriculture. Écoutez, moi, je ne connais pas vraiment ces études. Moi, je fais confiance aux informations qui sont, par exemple, sur le site de l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments. Sur ce site, il y a une table de composition des aliments accessible à tous, la table de composition des aliments français. Tel qu'on peut les consommer en France. Il y a beaucoup de vitamine C dans l'orange, il n'y a pas de problème. Après, si vous laissez votre orange au fond du frigo pendant 3 semaines, elle aura moins de vitamine C que si vous venez de l'accueillir, mais qui cueille son orange aujourd'hui? Ça, ce sont vraiment des peurs et de la manipulation, effectivement. Je trouve. On revient finalement donc à des changements de mentalité et puis reprendre peut-être aussi tout simplement du bon sens. Allez, on va se tourner vers la salle. Quelques questions à nos 3 témoins qui ont plein de choses intéressantes, comme vous l'avez entendu à dire. Juste un petit mot avant, Valérie, un petit mot. J'ai interverti les 2 tables rondes, je ne sais par quel mystère psychologique, mais ça tombe très bien parce que mon ami Gilles attend un de ses intervenants qui n'est toujours pas là, donc en fait, tout le monde va bien. Et je me rattrape aux branches comme je peux. Merci, monsieur. Je vois une main qui se lève, là. Monsieur. Bonjour. Florent Gull, directeur de l'agence Bio, agence de promotion et développement de l'agriculture biologique. Plus qu'une question, parce qu'effectivement, tout ce qui a été dit était très intéressant. C'est un peu un témoignage par rapport à des choses qui font sens par rapport à ce que vous disiez sur à la fois de l'information un peu descendante et puis une relation interpersonnelle entre des gens qui ont envie de partager des choses. L'agence Bio existe depuis 15 ans. Historiquement, on avait plutôt le fait de donner de l'information, effectivement, d'avoir un site internet très fourni en termes de renseignements sur le cahier des charges, sur le nombre d'acteurs bio, etc.
Et finalement, depuis quelques temps, on développe aussi d'autres outils. Je pense au moins à deux choses. D'une part, la page Facebook Agriculture biologique. Alors, on cite un chiffre pour donner un peu les éléments tout à l'heure sur le nombre de personnes. Il y a 190 000 personnes qui sont, comme on dit aujourd'hui, fans de la page. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir comment ça dialogue sur un outil de ce type-là. C'est-à-dire que ce que nous on poste, c'est souvent des recettes de cuisine, c'est souvent des informations vraiment très transverses sur tel apport nutritionnel de céréales, etc. Et après, ça réagit souvent de façon d'ailleurs assez agréable, surtout par rapport à ce qui se passe souvent sur des réseaux sociaux où on a l'impression que certaines personnes viennent sur les réseaux sociaux pour se défouler. Là, en l'occurrence, sur cette page, c'est pas le cas. C'est plutôt assez agréable comme échange. Ça va jusqu'au fait de dire, bah oui, bah par exemple, moi je trouve que c'est compliqué, c'est cher d'acheter des produits bio. Et on a une réponse de quelqu'un d'autre qui dit, bah, moi j'habite dans la même région que vous, voilà l'adresse d'une AMAP, voilà l'adresse d'un magasin bio qui est bien et qui a des produits pas chers, enfin, etc. Donc ça, c'est déjà un élément intéressant d'échange et effectivement de partage des choses et d'une démarche beaucoup plus collective et pas du tout individuelle, alors qu'on pourrait se dire que dans une relation comme ça avec sa tablette, avec son téléphone, on va être en relation personnelle et en fait pas du tout, on est bien en train de partager des choses. Deuxième outil dont je voulais parler, puisque c'est assez récent, ça fait 1 an ou 2 qu'on a lancé une application, la bio dans ma poche, qui permet effectivement à tout un chacun, et là aussi souvent dans des situations de groupe, on est avec des amis, on se dit tiens, au fait dans le coin où je suis, est-ce que je peux aller acheter des produits bio, est-ce que je peux aller dans un resto qui propose une partie de sa carte en bio, et là aussi on a quelque chose qui fonctionne plutôt bien, sur le même principe, c'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas un avis qui est donné, on n'est pas sur un guide d'évaluation comme on pourrait avoir avec des grilles de notation, etc. C'est d'autres applications existent et font ça très bien aussi, ça peut être intéressant. Là c'est de l'information brute en disant voilà, c'est à 200 mètres de là où vous êtes, il y a un resto qui propose des produits bio, vous y allez pas, c'est votre choix, pas de consommateur, de savoir si vous voulez y aller, puis le cas échéant, vous pouvez, en cliquant évidemment dessus, aller voir un peu plus d'infos sur quel type de produit, quel type de plat il propose, mais après vous faites vraiment votre choix en tant que consommateur. Un échange donc de bons et loyaux services. Pierre Slamiche, une réaction sur cette initiative, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous êtes, j'imagine, peut-être utilisateur de ce type d'outil, non? Alors, du coup, nous, on référence plein de produits bio sur Open Food Fact, donc AB et puis le bio européen. Et effectivement, on peut voir tous les codes bio, FR Bio 01 et ce genre de codes. Donc on serait très preneur d'avoir un peu justement plus d'informations sur les autorités de certification derrière et ce genre de choses. Et effectivement, on a pas mal de contributeurs qui nous ajoutent plein de produits bio, pas seulement français, on a aussi du bio américain et du bio des différents pays européens. D'accord, donc c'est une espèce de grande communauté qui est en train de se mettre en place. Mais décidément, c'est une communauté dans tous les pays. Là, la Russie commence à décoller. On commence à avoir des produits russes. Donc c'est vraiment des contributeurs qui découvrent l'application un peu par hasard et qui prennent le soir, quand ils ouvrent leur frigo, scannent quelques produits. Quand ils trouvent des produits amusants ou curieux, ils vont l'ajouter au site. Mais alors décidément, vous allez dire que je ne suis pas gentil avec vous, mais c'est vrai que pareil, j'ai une autre petite question qui fâche quand même. Pardon, mais c'est des outils, et je ne dis pas, on s'y met très très bien, je veux dire au smartphone, je pense à ma propre mère, mais malgré tout, je ne la vois pas vraiment scanner en fait les produits en faisant ses courses. Est-ce qu'il n'y a pas un peu quand même un clivage j'allais dire de génération, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas entre ceux qui pratiquent ce genre de choses et puis d'autres qui finalement continuent à regarder les étiquettes et ont besoin peut-être d'autres types de réponses, non? Il n'y a pas ce genre de... Alors oui, totalement, il y a un clivage générationnel. Moi, alors ma maman, elle a installé l'application, elle arrive à scanner. Parce qu'elle vous aime beaucoup. Le téléphone est plutôt simple et c'est plutôt simple pour elle. Ce que je vois, c'est que on apporte une analyse de l'information qui n'est pas forcément disponible sur les emballages. Effectivement, si les choses étaient plus claires, plus standardisées, comme ça peut l'être par exemple aux États-Unis sur les emballages, c'est-à-dire qu'on a la Food and Drugs Administration a une forme standardisée sur les étiquetages nutritionnels, ou même si par exemple il y a le Nutri-Score qui a été voté par l'Assemblée nationale, qui a été approuvé par le Haut Conseil de santé publique, été appliqué, ça pourrait par exemple... On va laisser réagir Nicole Darmon, et ça tombe bien parce que je voulais avoir son opinion aussi sur... Voilà. Il y a d'autres questions, Valérie, dans la salle.
Voilà, on va juste laisser réagir Madame Darmon et ensuite on va prendre la question. Non, je voulais juste réagir. Non, le Nutri-Score n'a pas été voté par l'Assemblée nationale, Dieu merci. Pour l'instant, on n'en est pas là du tout. Il y a plusieurs propositions qui sont sur la table et elles sont en train d'être testées en conditions réelles dans une 50aine de magasins et on verra bien ce qu'on verra. Mais le Nutri-Score n'a pas été voté par l'Assemblée nationale. Par contre, ce qui était inscrit dans les textes de loi, donc le texte de loi européen, en premier niveau. C'est un étiquetage nutritionnel harmonisé, donc ça y est, ça c'est fait. Et puis, avec la possibilité de l'accompagner d'un étiquetage simplifié faisant appel à des formes visuelles. Donc ça, c'est déjà dans la loi européenne. Et en France, la ministre de la Santé, dans la loi pour la modernisation de notre système de santé, a repris en fait cette ligne du texte européen qui a été voté par l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale n'a fait que dire qu'ils étaient en accord avec le texte de loi européen et prêts à l'appliquer, mais il reste à choisir un système. D'accord. Mademoiselle, madame. Bonjour. Ça marche? Oui. Oui, on vous entend. Lola Guillot, donc doctorante à AgroParisTech. Vous parlez de cacophonie nutritionnelle, manger intuitif, agir dans la tête des gens. On a beaucoup de politiques alimentaires aujourd'hui qui axent l'action sur comment éduquer le consommateur à manger mieux, à faire les bons choix. À côté de ça, on a un marketing alimentaire qui est très très fort et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on pourrait s'inspirer des politiques sur la réglementation de la publicité sur le tabac, par exemple, pour l'alimentation. Donc, je ne sais pas, réglementer les messages publicitaires, voire envisager des emballages neutres ou ce genre de choses pour les pires aliments, quoi, on va dire ça comme ça. Oui. Oui. Voilà. Non, mais pour les paquets neutres, voilà, j'imagine que ce n'est pas forcément les meilleurs que vous voyez en paquet neutre. Claude Fischler, puis Nicole Darmon. Écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire là-dessus. Il y a déjà des réglementations, puisqu'on voit défiler les fameux les sous-titres sous les pubs alimentaires. On peut réglementer le passage des pubs, les choses comme ça, etc. Bon, j'avoue que je ne me suis pas beaucoup intéressé à ça. Enfin, de facto, comme tout le monde, comme citoyen, mais je n'ai pas a priori quelque chose de particulier à dire là-dessus. En revanche, ce que je peux dire, c'est que quand je parle de cacophonie, il y a vraiment une cacophonie à tous les niveaux, ne serait-ce que parce qu'on invoque constamment la science et les travaux scientifiques pour prescrire ou prohiber, et que la science, par définition, si les théories scientifiques étaient toujours scientifiques, elle serait, comme disait mon mentor Edgar Morin, toujours biodégradable. Et les grandes théories scientifiques sont biodégradables quand elles sont scientifiques. Alors évidemment, ça devient difficile de faire du conseil et d'orienter les consommations des gens à des niveaux très triviaux, très prosaïques, très immédiats, quand on a un matériau vraiment fugace. Alors je pense qu'on a souffert, peut-être pas d'un manque de réglementation, peut-être pas d'un manque de recommandations, mais d'un excès de recommandations. C'est ça la cacophonie nutritionnelle. On n'a pas arrêté de dire aux gens ce qu'il fallait qu'ils mangent. Alors on peut agir par incitation, par des politiques publiques sur les produits disponibles, sur les prix, on a les taxes, on a toutes sortes de choses. On peut avoir une politique alimentaire, et je pense que c'est souhaitable, mais on pourrait peut-être arrêter de produire de la cacophonie. Parce que qui produit de la cacophonie? Il n'y a pas le privé qui produit de la cacophonie et le public qui réglemente. Le public qui fait de la cacophonie aussi. Il nous donne 5 légumes par jour, qui est la mantra que tout le monde récite sans jamais savoir comment l'appliquer. Et puis il y a le fait que la science, elle patauge, enfin elle patauge pas, mais elle avance comme elle doit avancer, c'est-à-dire en se remettant en cause. Et donc pendant 30 ans, on nous a dit le gras, c'est l'ennemi, c'était noté dans la lipophobie. Et depuis 2-3 ans, on a vu, par exemple, la couverture, il y a toujours une couverture historique du magazine Time. Le magazine Time a fait une couverture Eat Butter, après nous avoir dit pendant 30 ans que ça nous bouchait les artères. Donc, où est-ce qu'on est dans le public? Qu'est-ce qu'on fait? Comment savoir? Que dire? Les scientifiques eux-mêmes s'affrontent à coup, pas toujours de données, à coup d'arguments, mais pas toujours de données nouvelles dans ce domaine-là. Donc, on est repassé à la glycophobie après avoir été dans la lipophobie. Eh ben, il faut plutôt protéger le public de ces choses-là, me semble-t-il, que de lui en renvoyer davantage sur la figure. Est-ce possible, dans une société
une économie de marché, etc. Je ne sais pas, c'est pas très facile. Et c'est un peu ça votre question, à mon avis. C'est comme ça que je la comprends. Madame Darmon ? Oui, peut-être juste une petite... Faire le parallèle entre l'alimentation et le tabac, c'est quand même un peu dérangeant parce que pour le tabac, la problématique, c'est fumer ou ne pas fumer. Pour l'alimentation, c'est pas manger ou pas manger. On va manger. Donc on va manger plus ou moins de ci, plus ou moins de ça. Et comme je le disais, le vrai raisonnement, c'est le raisonnement à l'échelle de l'alimentation, c'est le raisonnement à l'échelle des quantités, des portions, de la diversité. C'est ça qui fonctionne. Et donc, c'est plus un discours ouvert, rassurant, qui donne envie, qui va fonctionner, à mon avis. Oui, vous n'êtes pas vraiment contre, parce que je crois comprendre ce que veut dire madame, mais effectivement, allez, si on démarque un gros pot de Nutella, on peut peut-être se poser la question quant à ce que ça peut apporter, je veux dire, voilà, d'excellent pour la santé, même si c'est délicieux et que c'est aussi un plaisir de manger. Mais est-ce qu'il faudrait en venir effectivement à déconseiller ou à mettre en garde contre certains aliments ? Vous n'avez pas l'air d'être favorable à ça. C'est très bien le Nutella. Pourquoi pas mettre du Nutella ? Il y a certains qui mettent du beurre sur leur tartine, d'autres du Nutella. Ça ne change pas grand-chose au bilan de la journée. Franchement, c'est pareil. Alors, si ça vous fait plus plaisir à beaucoup de monde, voilà. Apparemment. Donc, sauf si on met un peu. Ouais. Voilà. Pour répondre... Pardon, une dernière question. Oui, pardon. Oui, une dernière question. Oui. Oui, bonjour, Shafiq Kazal. Moi, je travaille dans un bureau d'études qui s'appelle Eco2 Initiative. Alors, nous, on n'est pas des nutritionnistes, on est des experts du carbone, donc j'étais très intéressé par la présentation de Nicole Darmon. Mais du coup, j'ai trouvé que vous n'étiez pas allé au bout. J'aimerais bien savoir, du coup, c'est quoi l'alimentation durable selon vos constats ? Il y a un point d'équilibre, j'imagine, entre ce qui va être sain d'un point de vue nutritionnel et ce qui quand même permet de minimiser l'impact carbone, puisque moi, on me dit depuis toujours qu'on mange beaucoup trop de viande par rapport à ce que conseillent les nutritionnistes, donc ça veut dire qu'on est quand même déjà dans un excès. Donc est-ce que revenir, je ne sais pas s'il y a un point d'équilibre que vous pourriez décrire, ça m'intéresserait de le connaître. Oui. Pour rentrer un peu plus dans le détail, donc, nous avons fait deux types d'approches. Une approche de type épidémiologique où on a essayé, donc, je vous le disais, d'identifier les personnes qui avaient l'alimentation la plus durable parmi l'échantillon national. Et puis une autre approche de modélisation pour voir si on pouvait aller plus loin que ces personnes de ce qu'on voit avec ces personnes identifiées. Donc si je reprends, on a trouvé à peu près 20% des adultes français dont l'alimentation a un impact carbone diminué de 20%. Cette baisse de 20%, elle est due pour moitié au fait que ce sont des gens qui consomment moins, de l'ordre de 200 à 250 kilocalories en moins par jour, et pour moitié au fait qu'ils ont une structure de leur alimentation un peu différente, statistiquement différente, mais un peu différente. Et ça se joue à des modifications de l'ordre de 2-3% de la contribution énergétique de chaque grand groupe d'aliments. Alors on va retrouver des choses logiques, moins de viande, notamment moins de viande de ruminants, mais pas une éviction totale. Pour les produits laitiers, la contribution énergétique reste la même que la contribution moyenne. Il y a plus de fruits et de légumes, mais ce n'est pas non plus un doublement des quantités. Ça va être peut-être l'équivalent d'une petite portion en plus par jour. Voilà, on est vraiment dans des choses assez modérées en termes de changements, mais beaucoup de petits changements qui viennent s'ajouter les uns aux autres. Après, si on veut aller plus loin pour voir ce que ça donnerait, donc là on est obligé de faire appel à la modélisation, puisque aujourd'hui personne d'entre nous n'a une alimentation avec un impact carbone extrêmement diminué. Donc là, quand on fait appel à la modélisation, on peut faire dire à un modèle qu'on arrive à 60% de réduction de l'impact carbone par les simples choix alimentaires. Et là, il faut s'orienter vers une alimentation beaucoup plus végétale, effectivement. Mais curieusement, la part des produits gras, sucrés, salés n'est pas tellement abaissée. Donc le modèle joue énormément avec d'autres aliments pour retomber sur ses pattes et quand même proposer une alimentation qui respecte l'ensemble des recommandations nutritionnelles. Et ça, c'est encore une
une surprise, pas une très bonne nouvelle que je n'ai pas donnée au début, c'est que finalement, ce qu'on appelle la junk food, les aliments qui sont faits à base de farine blanche, de sucre, d'huile, et puis avec un peu de sel ou beaucoup de sel, eh bien, ce sont les aliments qui sont à la fois mauvais pour la santé et bons pour l'environnement. Et c'est là qu'il y a un truc qui cloche dans le raisonnement. C'est pour ça que je disais bon pour le climat. Ah, c'est pas la même chose. Voilà. Oui, mais ça marche aussi pour acidification et eutrophisation. Donc là, c'est là que je vous disais, c'est pas automatique. Voilà aussi pourquoi c'est pas automatique. Il y a l'histoire des quantités et il y a aussi l'histoire du fait que les aliments les pires sur le plan nutritionnel, malheureusement, c'est presque les meilleurs sur le plan environnemental. Bon, on sent qu'il y aura encore beaucoup de choses à lire et à découvrir grâce à vos enquêtes. Merci vraiment du fond du cœur à tous les trois. Je vous demande de les applaudir.